Oui, bonjour à tous et merci de votre présence. C'est un grand honneur pour moi d'être devant vous. Je me présente très rapidement, je suis directeur du bureau Asie-Pacifique à Reporters sans frontières, qui est une association dont le mandat est focalisé sur la liberté de la presse en général. Qui est un peu plus restreint que la liberté d'information. On est vraiment focalisé sur la liberté de circulation d'informations fiables, indépendantes, ce qui fait qu'on ne va pas défendre des gens qui insultent d'autres personnes sur Internet, mais on va défendre des gens qui apportent des informations dans un esprit d'intérêt public. Et ce qui est très important dans le contexte cambodgien, parce que, on va en parler un peu plus précisément, mais la presse traditionnelle est aujourd'hui complètement aux ordres du gouvernement. Et c'est justement sur des espaces plus informels, sur Internet essentiellement, que des informations fiables peuvent circuler. André a mentionné le classement mondial de la liberté de la presse, qui est un classement de 180 pays que l'on publie chaque année. On a publié la dernière édition le mois dernier, en mai dernier. Et ce qui ressort cette année, c'est que la zone asiatique en général est clairement en crise en termes de liberté de l'information. Si on part du classement par le bas, le pays le moins bien noté, le moins bien classé plutôt, c'est la Corée du Nord, sans grande surprise. Juste devant la Corée du Nord, on a la Chine, et juste devant, on a le Vietnam, et juste devant, on a la Birmanie. On a quatre régimes extrêmement répressifs contre la liberté de la presse, la liberté de l'information. En Corée du Nord, ça n'existe tout simplement pas. En Chine, ça existe de moins en moins, même si j'ai moi-même vécu 6 ans en Chine. Et je peux témoigner que la société chinoise est extrêmement dynamique. Il y a une soif d'information, ce qu'on a pu voir pendant le Covid, mais ce qu'on a pu voir aussi à l'automne dernier, quand on a eu des manifestations dans la rue où des gens demandaient la démission du président. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement rare en Chine. Le Vietnam est aussi très mal classé parce qu'on a un système un peu à la chinoise où on a un secrétaire général du parti qui s'est reconduit à la direction du parti en brisant le tabou qu'il y avait en Chine aussi, où normalement un dirigeant fait 2 mandats. Au bout de 10 ans, il s'en va, il laisse la place à une autre équipe dirigeante. Là, on a un secrétaire du parti qui est en place depuis 2011 et qui a détruit toute forme de débat à l'intérieur du Parti communiste. Exactement ce qui s'est passé avec Xi Jinping en Chine. Je ne peux pas ne pas mentionner le cas de la Birmanie, qui est vraiment le cas le plus inquiétant de mon point de vue. La Birmanie est le pays qui emprisonne le plus ses journalistes. C'est la deuxième plus grande prison au monde pour les journalistes après la Chine. Actuellement, il y a 70 journalistes qui sont emprisonnés en Birmanie pour leur activité. Avant le coup d'État de février 2021, il y avait 2 journalistes en prison pour leur activité. Donc le nombre a été multiplié par 35 tout simplement. À côté de ça, on a des pays qui ont des systèmes démocratiques, d'état de droit et de liberté de la presse qui sont fragiles, mais qui sont plutôt encourageants, comme l'Indonésie, la Malaisie. On voit notamment que depuis la fin du président philippin Duterte, qui était une sorte de Trump arrivé au pouvoir avant Trump aux Philippines, et dont le mandat a été traversé par de très grandes atteintes à l'état de droit et à la liberté de la presse, entre autres. Depuis l'élection de son successeur, qui est le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, ce qui a beaucoup alerté la société civile philippine, les choses au final sont plus encourageantes. Et je pèse mes mots, je parle d'encouragement, mais il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Mais donc voilà, on a cette Asie de l'Est et du Sud-Est qui est quand même, on sent, entre 2 tendances, à la fois une tendance très dure
qui est symbolisé par le modèle chinois, qui s'expose en plus, qui s'expose et qui s'exporte, avec l'idée d'un pouvoir unique, central, autour d'un homme qui ne conteste aucun débat autour de lui dans son parti. Comme je le disais, on retrouve la même chose au Vietnam et on retrouve clairement la même chose au Cambodge, qui alors se situe dans notre classement. Le Cambodge se situe actuellement en 147e position sur 180 pays. C'est pas super. Et il recule. Il a reculé de 20 places en 5 ans, quelque chose comme ça. Et là, il a reculé de 5 places depuis l'année dernière. Mais j'ai voulu commencer en faisant une sorte de comparatif entre deux tendances en Asie du Sud-Est, parce que ça se retrouve beaucoup au Cambodge. À la fois au Cambodge, on a ce pouvoir très dur autour de la figure d'Hun Sen, qui concentre le pouvoir et élimine un peu toute forme d'opposition à l'intérieur du parti aussi. Mais à côté de ça, on a une société civile, et André en a parlé un petit peu, qui est extrêmement dynamique au Cambodge. Une société très jeune, très connectée, plutôt bien éduquée, et c'est là un petit peu que se fait je pense que le front se situe pour la démocratisation du pays. Très concrètement, j'ai rejoint Reporters sans frontières il y a bientôt 6 ans, en août-septembre 2017. Et exactement à cette époque-là, entre août et septembre 2017, une trentaine de médias indépendants cambodgiens ont été supprimés. Le plus emblématique était le Cambodia Daily, qui était ce quotidien publié en anglais et en khmer, qui était vraiment un héritier des accords de Paris, des efforts de démocratisation de la société cambodgienne, notamment sous l'égide de l'ONU et de l'ASEAN et des différentes parties prenantes aux accords de Paris, donc qui jouait un rôle absolument fondamental dans la transition démocratique. La presse est considérée comme le quatrième pouvoir à côté des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et dans une transition démocratique, si on n'a pas de presse libre, c'est fini, ça ne marchera pas. La presse libre est le meilleur moyen, la liberté de la presse, on dit souvent que c'est le meilleur moyen d'être sûr que toutes les autres libertés sont mises en place, sont garanties. Parce qu'on a justement des journalistes, des reporters, des journalistes citoyens qui peuvent publier clairement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils voient sur tel chantier à Siamoukville, sur tel cas de déforestation, etc. Donc, ça a été pour moi, voilà. Du coup, j'ai développé une dimension un peu affective dans mon activité de journaliste à Reporters sans frontières, et avec le cas cambodgien, où très vite on a senti qu'il y avait une attaque symboliquement très forte, mais aussi concrètement délétère contre la presse. Donc j'ai parlé du Cambodia Daily. Il y a eu énormément de radios qui étaient financées, notamment il y avait Radio Free Asia, qui est un réseau de radios financé par le Congrès états-unien, qui diffusait énormément de programmes dans des radios communautaires, des radios locales, qui faisaient vivre vraiment la vie de ces communautés. Tous leurs programmes ont été interdits. Tout ça se fait par décret du président Hun Sen, du Premier ministre Hun Sen. Et donc, c'est assez vite, j'ai senti le besoin, la nécessité d'aller voir sur place, de rencontrer les gens, parce que voilà, il y a cette société civile qui est très vivante. J'ai rencontré des acteurs de médias soit désabusés, soit terrifiés. Désabusés parce qu'ils ont vu leurs médias indépendants être interdits, purement et simplement. Et d'autres qui étaient
terrifiés, c'était pas encore le cas, mais qui savaient que la survie de leurs médias dépendait de ce qu'ils allaient dire ou pas. Et ils savaient très bien, et je pense notamment à Radio France Internationale qui a réussi à maintenir un bureau sur place, mais voilà, si on veut garder un bureau, si on veut garder une présence, si on veut garder une influence sur le flux de l'information libre, on est obligé de ménager le pouvoir. Et c'est un petit peu la nouvelle donne depuis 5-6 ans. Excuse-moi, je pense que Radio France Internationale à Phnom Penh a fait plus que ménager le pouvoir. Oui, J'ai attaqué la présidente de France Média Monde en audition sur des pratiques journalistiques et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne à Radio France à Paris qui parlait le khmer et donc qui pouvait contrôler le programme qui était fait par son rédacteur en chef, qui nourrit une certaine, à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours là, une certaine amitié précisément avec le Premier ministre. Bon, les choses sont beaucoup mieux dites que par les métaphores. Très bien, tu as bien raison. Donc voilà, c'est très. L'exemple de Radio France Internationale est très symptomatique d'un média qui sait que s'il veut rester, s'il veut survivre, il doit ménager le pouvoir et ne pas être trop critique envers le Premier ministre. Et au final, si on regarde un petit peu le paysage médiatique actuel au Cambodge, on a 4 grands groupes qui détiennent tous les médias grand public, dont le principal est détenu par Madame Hun Mana, qui est la fille de M. Hun Sen et qui donc fait très, très attention à ce que toutes les informations soient favorables à papa. Et bientôt à grand frère, évidemment. Et on a aussi, donc on va reparler un petit peu de l'influence de la Chine, mais on a cette agence Fresh News qui a été mise en place justement au même moment où les médias indépendants ont été interdits, qui est vraiment une sorte de robinet à propagande, dont le but est vraiment d'occuper le terrain sur Internet, sur les réseaux sociaux, en balançant des vidéos constantes qui sont de la désinformation pure, mais qui permet d'occuper le terrain et qui s'inspire beaucoup des modèles de médias chinois, notamment ce qu'on appelle le Huangqiu Shiba en chinois, le Global Times en anglais. Et il y a une anecdote aussi assez intéressante en 2018, je crois. Le ministère de l'Intérieur avait publié beaucoup de communiqués pour célébrer la création de sa chaîne de télévision qui s'appelait en anglais, du coup ils étaient choisi un nom en anglais qui était Nice TV, qui était financé à 100% par des fonds chinois de la province du Hubei, je crois. Et qui était vraiment la mise en scène de tous les actes de répression de la police cambodgienne contre la société civile, contre les criminels de droit commun, mais surtout contre les manifestants, les opposants, et tout ça a été institutionnalisé comme quelque chose de très harmonieux, comme on dirait en langage chinois. Et voilà. Et il y a aussi ce rêve qu'on voit se dessiner depuis quelques temps aussi, de créer une sorte de grande muraille cambodgienne, un peu comme la grande muraille qui existe en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, si on veut aller sur Wikipédia, on ne peut pas. Il faut passer par des réseaux différents et sur Facebook, Twitter, n'en parlons pas, on ne peut pas y accéder, c'est bloqué. Et le Premier ministre Hun Sen a signé un décret en début d'année qui vise à créer une sorte de point d'accès unique pour tout l'Internet chinois, de sorte que le gouvernement pourrait contrôler tout ce que consultent les 15 millions d'internautes cambodgiens. Fort heureusement, l'informatique est compliquée et c'est pour l'instant le rêve d'une grande muraille cambodgienne n'a pas encore pu se réaliser, mais ce type d'assaut contre la liberté de l'information sur Internet est très symptomatique de la volonté d'écraser toute forme de société civile au Cambodge, et
ce à quoi on a assisté ces derniers mois confirme clairement ça. Un peu comme ce que j'avais vécu en arrivant à Reporters sans frontières il y a 6 ans, où très clairement Hun Sen a lancé une guerre contre les médias indépendants. Il a gagné cette guerre, au point par exemple qu'il y avait aussi cet excellent quotidien qui était le Phnom Penh Post, qui a été racheté par un mania malaisien proche du Premier ministre. Et très vite, la moitié de la rédaction a démissionné parce qu'ils ont compris qu'ils allaient ne plus pouvoir travailler comme d'authentiques journalistes. Mais je vais revenir sur cette idée d'une société civile très dynamique, très active, très exigeante. À Reporters sans frontières, nous avons un partenaire, une ONG cambodgienne qui s'appelle le Centre cambodgien des médias indépendants, qui là aussi est vraiment une organisation héritière de l'esprit des accords de Paris, de la volonté de reconstruire un Cambodge démocratique, ouvert sur la société civile, et dont le but est vraiment de défendre les droits des journalistes, de former des journalistes aussi, notamment de former des journalistes citoyens, c'est-à-dire d'apprendre aux gens comment recueillir une information, vérifier une information, publier une information, revérifier l'information, les bases du journalisme, et créer une sorte de nouvelle génération de journalistes dans le pays. Donc, bon, le centre des médias indépendants survit. Son émanation la plus symbolique était ce média qui s'appelle La Voix de la démocratie, Voice of Democracy en anglais, je ne pourrais pas vous le dire en khmer, mais qui a survécu plus ou moins à la vague de répression qui a eu lieu il y a 6 ans. Ces programmes radio ont là aussi été interdits, mais voilà, il a pris le relais sur Internet et jouait un rôle extrêmement important dans la diffusion d'informations indépendantes sur la société cambodgienne et la politique. Et ce dernier bastion de la presse indépendante a été supprimé. La licence d'exploitation du média a été supprimée par décret en début d'année, pour un prétexte de la publication d'une information qui aurait été fausse. Simplement, elle a déplu au gouvernement. On a beaucoup aidé les gens de VOD à essayer de se défendre sur le front du droit. Mais quand on est face à des tribunaux qui ne sont absolument pas indépendants, le droit ne sert à rien. Donc c'était un symbole très, très douloureux, parce que c'était vraiment le dernier bastion d'une presse un peu libre qui a été supprimée. Alors, une autre émanation du Centre des médias indépendants, c'est ce qu'on appelle l'Alliance des journalistes du Cambodge, Cambodja, qui est une nouvelle émanation. Donc on voit à partir de ces émanations que voilà, il y a cette société civile qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne veut pas laisser Hun Sen et son clan prendre tout le pouvoir sur la société cambodgienne. Et je pense que c'est vraiment là que se situe l'enjeu d'une information indépendante. C'est sur ces nouvelles formes de narration qu'on trouve sur le numérique. Et le problème, je vais finir sur ce problème qui là ne dépasse les frontières du Cambodge, mais la plupart des internautes cambodgiens passent par Facebook dans le pays. Facebook qui n'a absolument aucune transparence quant à ses algorithmes, qui ne fait montre d'aucune responsabilité quant à la diffusion d'informations fiables. C'est très facile pour les gouvernements de manipuler les algorithmes pour que les informations favorables au gouvernement soient plus mises en avant que celles qui sont plus indépendantes, justement. Et je finirai par cette anecdote. On avait fait une recherche en 2019
sur les amis, les friends de Monsieur Hun Sen sur Internet. Alors déjà, il avait plus d'amis que d'internautes cambodgiens, et la plupart étaient basés aux Philippines, en Inde et au Brésil. Voilà un peu comme. Mais bon, voilà, le problème, c'est que tous les posts de Monsieur Hun Sen, grâce à tous ces internautes indiens, philippins et brésiliens, se retrouvent toujours en première ligne quand les Cambodgiens consultent Internet. Si tu me permets un petit insert, je crois qu'il était très choqué de voir que Sam Rainsy, ici présent, avait pratiquement 5 millions d'amis, oui, et à l'époque il en avait 1,5 million. Ah donc oui, non, les usines à trolls du sud-est asiatique ont bien fonctionné. Voilà. Peut-être que Monsieur Rainsy, Sam pourra nous dire un mot là-dessus après ton intervention. Oui, oui. Oui, non, mais de toute façon, avec des armes comme ça, on voit vite que c'est pas un combat très juste. Mais voilà, je finirai quand même sur cette idée qu'on a une société civile quand même très dynamique. Alors bien sûr, les élections, on sait comment ça va se terminer, mal. Mais je sais déjà que les journalistes cambodgiens ne se laisseront pas faire. Que pour l'instant, ils n'ont pas envie de se retrouver en prison, donc je peux vous le dire, ils font profil bas, clairement, mais qu'à partir du mois d'août, ils vont revenir à l'attaque. Et voilà, et nous, on sera là pour les soutenir, en tout cas. Je vous remercie beaucoup.